Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour votre TVR Ouest France Politique. Nous sommes au cœur de l'Assemblée de Saint-Malo agglomération. Nous sommes à Cancale et avec Nicolas Carnec, le chef de la rédaction locale de Ouest France Saint-Malo, nous sommes très heureux d'être accueillis chez vous, monsieur le président de Saint-Malo agglomération, Gilles Lurton. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est un plaisir de vous accueillir dans cette salle du Conseil communautaire de Saint-Malo agglomération. C'est ici que se tiennent les bureaux. Les décisions du bureau, les 18 maires de l'agglomération se réunissent dans cette salle les jeudis soirs. C'est ici que se tient aussi le conseil communautaire, à peu près toutes les 5 semaines. Et on sait que les grandes délégations des territoires pour les communautés sont du ressort des communautés d'agglomération, donc les transports, tout ce qui concerne l'économie, enfin bon, on va en parler, les déchets. Et on va parler vraiment des grandes questions communautaires de Saint-Malo agglomération, un territoire, 86 000 habitants. Nous parlons également démographie, car c'est quand même toujours très important pour un territoire. La première question, ce mandat de territoire, vous l'avez expliqué, défendu au dernier vœu. Vous avez vraiment beaucoup parlé de ce contrat aussi avec les populations. Voilà, tout à fait. Nous travaillons pleinement, en pleine concertation avec les populations. En fait, la concertation, c'est un peu l'ADN que nous avons voulu insuffler à toute la politique que nous menons depuis le début du mandat à travers un projet de territoire. Un projet de territoire que nous avons élaboré avec l'ensemble des maires de l'agglomération, avec le conseil communautaire, mais également avec toute la population, puisque nous avons associé, malgré la période de crise sanitaire dans laquelle nous nous trouvions au début du mandat, nous avons tenu à associer la population à travers des questionnaires, à travers des réunions quand nous avons pu les tenir pour élaborer ce projet de territoire. Aujourd'hui, ce projet de territoire, il a abouti à des ambitions que nous sommes en train de décliner à travers toutes les politiques que nous menons. Des ambitions, c'est par exemple une agglomération respectueuse de son environnement et actrice du développement durable. Nous avons vraiment cette ligne, j'allais dire ligne rouge, mais je pourrais dire ligne verte de l'environnement dans l'ensemble de nos actions. C'est une agglomération solidaire vis-à-vis de l'ensemble des communes de l'agglomération. Ça aussi, j'y ai beaucoup tenu dès le début de mon mandat. Que chacune des 17 communes se retrouve dans l'agglomération et comprenne parfaitement ce que peut lui apporter l'agglomération. C'est une agglomération au service du bien vivre ensemble. Les habitants du territoire doivent pouvoir se rencontrer, se retrouver à travers des services que nous pouvons leur offrir. Et c'est une agglomération attractive, innovatrice pour un développement attractif pour les entreprises, pour nos zones d'activité. Voilà, ça, ce sont les ambitions que nous avons déclinées dans le projet de territoire. Horizon 2035. Et 2035, c'est demain, hein. Horizon 2035, c'est demain. Nous travaillons pour les générations à venir. Nous travaillons pour les équipes qui prendront nos places demain au sein de cette agglomération. Ce projet de territoire, il a pour objectif de durer, d'être une ligne de travail pour l'agglomération. Quand je vous parle des ambitions, elles peuvent vous paraître un petit peu... ça peut vous paraître manquer un peu de concret. Eh bien non, nous déclinons actuellement toute une série de politiques extrêmement concrètes à travers ces ambitions. Qu'est-ce que vous avez comme exemple par exemple, politique concrète de politiques concrètes en matière de transition. Nous voyons bien que nous sommes à un moment clé des transitions en matière de décarbonation de nos systèmes de transport, par exemple. C'est les bus, par exemple, les transports en commun Les bus, les transports en commun. Nous avons décidé, quand je suis arrivé, les bus, nous sommes propriétaires des bus du réseau de bus. Nous déléguons le transport à une société privée, mais nous sommes propriétaires des véhicules. Et à ce titre-là, vous devez les renouveler tous les ans. Il y a un contrat. Depuis 5 ans, aucun bus n'avait été renouvelé. Donc le contrat, en fait, n'avait pas été respecté. On parle biogaz, on parle hydrogène demain ? On parle biogaz, on parle hydrogène. On est en plein dedans. Moi, j'ai dit, nous ne renouvellerons pas de bus diesel. Nous décarbonons immédiatement. Et nous sommes passés, parce que nous pensions que l'hydrogène n'était pas encore tout à fait prêt, nous sommes passés au biométhane. Ce biométhane, nous le produirons nous-mêmes. Encore transition. Encore exemple concret de transition. Nous construisons, c'est parti, c'est commencé, un méthaniseur à côté de la station d'épuration de Saint-Malo. Ce méthaniseur, il sera alimenté à partir des boues
de la station d'épuration. Et le méthaniseur, il produira du biométhane pour alimenter notre système de transport. Le cercle est complètement vertueux. Et nous voulons aller plus loin, puisqu'effectivement, vous m'avez parlé d'hydrogène. Notre objectif est très vite de passer à un mix hydrogène. Et je commence à voir que nous allons y être prêts pour 2025. Ça, c'est la partie que vous avez anticipée dans votre projet de territoire. Mais forcément, il y a de l'actualité, il faut s'adapter. Vous avez été saisi par le plan Ségur de la santé de la possibilité de construire un hôpital. Ça a fait l'actualité pendant de longues semaines, de longs mois. Vendredi dernier, la décision a été actée de construire l'hôpital au niveau de la zone Atalante, sur la commune de Saint-Jouan-des-Guérets. C'est une structure un terrain qui appartient à Saint-Malo Agglomération. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui de cette situation et où on en est exactement ? Alors, je n'ai pas été saisi du Ségur de la santé. J'ai saisi vous avez saisi l'opportunité du Ségur de la santé parce qu'il a quand même fallu se battre un petit peu pour l'obtenir. Mais c'est vrai que le secteur, ce qu'on appelle le territoire de santé numéro 6, Saint-Malo-Dinan, c'est pas anodin. Un territoire de santé sur 2 départements. C'est source de plein de complexités. C'est source aussi avec la rance entre deux. Avec la rance entre deux, mais c'est source aussi du maintien d'un service de santé fort sur le nord du département. Sinon, tout serait capté par Rennes et Saint-Brieuc si nous n'avions pas su nous unir de cette façon. Donc, c'est très important. Ensuite, à partir du moment où nous étions retenus au Ségur de la santé pour une somme de 177 millions d'euros, ça n'est pas rien, 177 millions d'euros, il fallait établir un plan d'équipement en santé, un projet de santé. Nous l'avons fait en partenariat. Donc, le projet de santé, qu'on précise bien les choses parce qu'il y a parfois de l'incompréhension, le projet de santé, il a été construit par les médecins et par les services hospitaliers. Il a été construit par les médecins, par les services hospitaliers, par l'administration du groupement hospitalier de territoire Saint-Malo-Dinan. Et nous sommes aboutis, nous sommes aujourd'hui à une répartition du système de santé sur l'ensemble du territoire. Certains services seront positionnés sur Dinan, d'autres seront positionnés sur le plateau technique territorial qui sera effectivement installé. La décision a été prise vendredi matin sur le site de la zone Atalante. Et c'est le bon emplacement pour vous ? Pour moi, c'est le bon emplacement, oui. C'était le meilleur. Il se situe en bordure de la 4 voies, facilement accessible pour la ville de Dinan, à proximité du centre urbain le plus peuplé. C'était, vous savez, M. Rossetti, qui était délégué par le ministère de la Santé pour établir la globalité du projet, les grandes lignes du projet, avait dans sa mission très clairement dit le plateau technique hospitalier doit être à proximité du centre urbain le plus important. Nous y sommes. Nous sommes sur la commune de Saint-Jouan-des-Guérets. Le terrain fait à peu près 10 à 12 hectares. C'est un peu juste. Il ne faut pas se cacher que c'est un petit peu juste et qu'il va falloir travailler pour tout installer sur le terrain, mais ça correspond bien. C'est actuellement une zone d'activité. Nous allons transformer le règlement pour pouvoir accueillir un établissement de ce type. Et aujourd'hui, eh bien, je pense que les choses sont bien parties pour l'accueil de cet établissement. Et moi, je ne peux que m'en réjouir. Je note que finalement, on revient au projet de départ. Le premier projet qui a été annoncé était sur Atalante. Dès qu'on a parlé de nouveaux plateaux techniques hospitaliers, on a parlé d'Atalante. Est apparu un problème, une difficulté particulière, une entreprise qui utilise du nitrate d'ammonium pour la fabrication de son... Est-ce que ce dossier-là, il est complètement purgé ? Avec les sites que l'on appelle les sites Céveso. Hein. Alors, ce n'est pas un site Céveso, c'est un site installation classée pour la protection de l'environnement, mais nous avons à cette occasion découvert ce que nous aurions dû mieux maîtriser depuis très longtemps. Ce n'est pas une nouveauté. Et pas seulement dans le cadre de l'installation de l'hôpital. Et pas seulement dans le cadre de l'installation de l'hôpital, que 167 mètres de diamètre autour de l'entreprise en question, toute installation d'établissement de santé, d'établissement accueillant du public était interdite, et même d'entreprises, alors que les terrains ont été acquis pour accueillir auprès des agriculteurs, pour accueillir des entreprises. Ce problème, nous l'avons résolu. Ça n'a pas été simple. Nous avons pris contact au moment de la route du Rhum avec les dirigeants de l'entreprise Goemar, et depuis, avec le sous-préfet de Saint-Malo, qui a été d'une grande aide dans ce dossier, qui a été très facilitateur, nous travaillons. Et nous avons eu des chefs d'entreprise extrêmement compréhensifs qui ont trouvé un nouveau process pour fabriquer leurs produits qui n'utilisera plus de nitrate d'ammonium. À partir du mois de juin
2024, le préfet a pris un arrêté pour faire en sorte que l'étude de danger qui avait été réalisée au moment de l'installation de l'entreprise ne soit plus effective et permette l'installation d'un établissement. Donc ce problème est résolu. En termes de calendrier, ça donne quoi désormais ? J'espère une pose de la première pierre de l'hôpital en 2025, j'espère. Et puis après, délai de construction 2026-2027. Donc on est dans le calendrier qui avait été fixé. Okay. Alors on a parlé des grands chantiers, on va un peu les égrener, mais puisque vous souhaitez, en tout cas dans cette mandature, faire de Saint-Malo agglomération une agglomération verte, un chemin vert, vous avez aussi envisagé, décidé de consacrer 4,5 millions d'euros vraiment sur 5 ans au déplacement doux, c'est-à-dire au vélo. C'est une volonté vraiment fortement affirmée ? C'est une volonté tout à fait affirmée. C'est un schéma directeur cyclable que nous sommes en train de mettre en place sur l'ensemble de l'agglomération. Aujourd'hui, nous sommes prêts à réaliser. Nous avons des conventions à passer avec le département, avec les communes, parce que forcément, quand nous réalisons des liaisons cyclables entre les différentes communes, nous passons soit sur des routes départementales, soit sur des voiries communales. Il y a toute une série de choses à penser. Qui va se charger de l'entretien ? À qui appartiendra le circuit cyclable ? Qui va se charger de l'entretien ? Tous ces sujets, nous les travaillons actuellement et nous accompagnons ce schéma directeur cyclable de toute une politique autour du vélo. Saint-Malo Agglomération a décidé, sous ce mandat-là, d'aide à l'acquisition de vélos à assistance électrique. Beaucoup, ce projet. Une forte demande aussi de population. Très forte demande. Plus de 1044 aides ont été données, donc 88 aides pour les vélos cargo qui circulent sur l'agglomération. Nous travaillons actuellement à la mise en place d'un système, ce qu'on appelle le système vélo libre-service sur l'agglomération. C'est un dossier qui devrait sortir aussi assez rapidement maintenant. Peut-être que nous profiterons du renouvellement de la délégation du service public transport pour introduire cette donnée. Peut-être que nous la réaliserons avant en fonction des marchés que nous pouvons passer. On a parlé environnement tout à l'heure. La ville de Saint-Malo a voté récemment, au mois d'avril, l'inscription à la gestion du trait de côte. D'autres communes de l'agglomération sont concernées. Pour vous, quels sont les enjeux à ce niveau-là en termes de protection de la côte du secteur maritime ? Alors en fait, on répond surtout à une politique qui a été mise en place par l'État dans le cadre de la loi climat et résilience. L'État, qui est toujours très préoccupé à raison de l'évolution du trait de côte, proposait jusqu'au 14 avril dernier un financement à 80% pour les communes les communes littorales qui acceptaient de s'engager dans la réalisation d'une étude sur leur trait de côte, quels sont les secteurs d'érosion, et l'introduction de cette étude dans le cadre des PLU, des plans locaux d'urbanisme de ces communes. Moi, je pense effectivement que l'enjeu est très important. Alors, pour Saint-Malo, il faut bien comprendre que nous avons déjà un plan de prévention contre les risques de submersion. Saint-Malo et la côte Saint-Benoît, Irel, voilà, Saint-Méloire. Qui protège déjà très largement l'arrière-pays contre les inondations. Et pour Saint-Malo, qui protège aussi le port de Saint-Malo. Mais nous avons à Saint-Malo des secteurs, ce sont les communes qui délibèrent pour la cartographie trait de côte, et nous avons à Saint-Malo des secteurs de falaises dont nous voyons bien qu'elles ont tendance à des dunes, dont nous voyons bien qu'elles ont tendance à s'effriter et qu'elles peuvent nous poser des difficultés dans les décennies à venir. L'objectif, c'est d'inscrire dans le plan local d'urbanisme, des inconstructibilités de terrain en bordure de ces falaises ou de ces dunes, de façon à ce que des personnes ne s'engagent pas dans des constructions qui, d'ici quelques années, poseront des difficultés importantes. Ça veut dire qu'il va y avoir encore des restrictions plus importantes dans les années à venir. Ça veut dire que le PPRSM ne concerne pas l'ensemble de la côte et qu'il y a des secteurs à mieux protéger. D'accord. Est-ce que, par exemple, puisqu'on est sur la ville de Saint-Malo, le musée, où vous avez annoncé ces dernières semaines que le musée ne pourrait pas se faire à l'endroit où il était prévu, on rappelle que c'était au niveau du port, au Boracay, du côté du bassin du Guétrouin, il y aura d'autres conséquences, potentiellement ?
Alors, le musée, ça n'est pas lié à la cartographie, Non. sur la cartographie très haute. C'est lié au plan de prévention contre les risques de Voilà. submersion Donc, il y a marine. les deux sujets sont Voilà, les deux sujets, conjoints, mais les deux sujets sont conjoints. Mais nous nous sommes assurés dans le cadre de la délibération que nous avons prise à Saint-Malo que le plan de prévention contre les risques de submersion, la cartographie ne viendrait pas contrarier le plan de prévention contre les D'accord. risques de submersion marine. Ceci étant, vous avez quand même raison de poser la question. Le plan de prévention contre les risques de submersion marine date de 2017. En 2017, le site sur lequel la précédente municipalité a envisagé d'installer le musée, À côté du silo, à, l'ancien à silo. l'emplacement des de anciens l'ancien silos, silo, ouais. juste en face de l'école de police, ce site est classé, il l'est toujours aujourd'hui puisqu'on est toujours sur l'application du plan de prévention contre les risques de submersion marine de 2017, est classé en zone bleue, bleu clair. La zone bleue, ça veut dire on peut construire des bâtiments. donc ça veut dire que accueillants. le projet de la précédente municipalité, à ce moment-là, Le il projet- était viable. Il était viable, il l'est toujours aujourd'hui. D'accord. Puisque nous sommes toujours classés en zone bleue aujourd'hui. Mais il se trouve que l'État nous dit le niveau de la mer monte plus vite que ce que nous avons prévu en 2017. Et en 2017, nous ne sommes pas allés assez loin dans les mesures de préservation. D'accord. Donc nous allons revoir le plan de prévention contre les risques de submersion marine de manière anticipée. En principe, un plan de prévention contre les risques de submersion marine, ça se revoit tous les 10 ans, soit en 2027. L'État a décidé d'anticiper. pour Saint-Malo de revoir le plan de manière anticipée. Et le préfet nous a clairement fait savoir par l'intermédiaire du sous-préfet qu'il n'accepterait pas et qu'il n'aurait sans doute pas accepté D'accord. de permis de construire sur ce site compte tenu du risque qu'il y a à accueillir du public. Est-ce que ça veut dire qu'on peut rien faire sur ce site ? Non. Non. Ce site restera avoir- un site portuaire. D'accord. Voilà. Ok. Forcément, ça implique une question directe. Quid du futur musée? Le futur musée, nous avons pour projet, alors là c'est la ville de Saint-Malo, Saint-Malo. on quitte un petit peu l'agglomération. Ça encore tombe que- très bien, le maire de Saint-Malo est avec nous. Encore que l'agglomération participe au financement Oui. du musée, comme Du le musée. conseil départemental à travers le contrat départemental de territoire et Comme la la région DRAC, à comme la travers des région, subventions, la DRAC également. Nous avons clairement affirmé, dès que nous avons pris la décision de renoncer au précédent projet, que nous réaliserions un musée maritime. On a peut-être enlevé le H, parce que pour nous, la mer, c'est l'histoire passée de Saint-Malo et du pays de Saint-Malo, mais c'est aussi l'actualité des océans. Vous le souhaitez quand, ce musée? Et où? L'objectif, c'est de poser la première pierre en 2025. C'est Il y l'objectif. aura beaucoup de choses en 2025. Alors- et l'endroit, le périmètre Alors, pour vous? écoutez, on a procédé très méthodiquement. Dès le début, dès que nous avons recommencé à travailler sur ce dossier, la direction régionale des affaires culturelles, mais aussi la direction de l'archéologie sous-marine, de manière très virulente et par voie de presse également, nous a fait savoir que si nous ne protégions pas mieux les collections du musée, celles qui appartiennent à l'État, l'État reprendrait ces collections et qu'il nous fallait immédiatement construire un endroit pour les réserves du musée, un endroit adapté à la Donc ça, conservation vous l'avez des validé, réserves. c'est fait, les C'est réserves validé, sont en cours de c'est construction. réglé, ça avance. En même temps, nous avons lancé, ce qui aurait dû être fait préalablement, une étude des publics pour savoir à quel public on s'adresse, quelle quantité de public, quel prix est prêt à payer le public pour accéder au musée. Tout cela, ça nous aide à définir à la fois la taille, à la fois l'envergure de ce qu'il nous faut. Nous avons donc réalisé l'endroit. une étude des publics et nous avons lancé une étude de programmation pour définir le meilleur endroit pour installer ce musée. Nous avons demandé à un cabinet spécialisé dans l'installation des musées, spécialisé dans les musées en général, de travailler sur 4 sites. Nous avons mis la mairie de Saint-Malo, le donjon, la tour qui cangrogne, l'ensemble de la mairie, s'il le fallait, nous étions prêts à regarder. Nous avons mis le secteur de la Briantais, le château de la Briantais et ses abords, et nous avons mis l'école nationale supérieure maritime, qui n'est pas la propriété de la ville de Saint-Malo, mais du de moins l'État. pour le moment. Et la fumée blanche sortirait... La fumée blanche, j'espérais qu'elle serait sortie en juin. J'ai appris la semaine dernière, à l'occasion d'un entretien avec les services de l'État, que l'État maintenant ne se contentait plus
d'une estimation des domaines pour connaître le prix des biens qu'il mettait en vente. Il fait une contre-expertise par des cabinets privés. Il nous reste 6 minutes dans cet entretien. Nous sommes là pour aussi... Donc la fumée blanche en septembre, excusez-moi. Septembre, pardon, fumée blanche en septembre. Nous sommes là aussi pour faire ce bilan à mi-mandat pour Saint-Malo Agglomération. Il faut parler des logements, 5000 logements en 6 ans. On sait très bien que le foncier n'est pas chose facile sur votre territoire. Quel est le bilan que vous donnez à mi-parcours ? Alors, d'abord, c'est un plan local de l'habitat que nous sommes en train de construire. Nous avons construit sur Saint-Malo Agglomération qui définit un nombre de logements à produire par commune sur la durée de l'application du plan local de l'habitat, 6 années. Toutes les communes ont un nombre de logements à réaliser en matière de logements locatifs sociaux, en matière de logements en accession à la propriété, en matière de ce qu'on appelle aujourd'hui bail réel solidaire. C'est un outil que nous utilisons beaucoup pour permettre aux jeunes actifs d'acquérir leur logement dans nos communes, ce qu'ils ne peuvent plus faire aujourd'hui. Pour ce qui concerne Saint-Malo, si je prends Saint-Malo comme exemple, nous avons, défini dans le PLU, un chiffre qui correspond au chiffre du plan local de l'habitat de Saint-Malo Agglomération, 500 logements par an pendant la durée de l'application du plan local de l'habitat. 500 logements, c'était pas facile d'y arriver parce que ça peut paraître faible. Mais nous avons cette volonté de ne pas densifier à tout prix la ville de Saint-Malo. Nous avons aussi cette volonté d'assurer une juste répartition des logements, que ce soit des logements sociaux. Actuellement, la ville-centre centralise plus de 30% des logements locatifs sociaux, ce qui est énorme par rapport à ce qu'impose la loi. La loi SRU, c'est 25%. Nous sommes largement au-dessus. Nous avons cette volonté de répartir ce type de logement sur l'ensemble du territoire de l'agglomération. Nous avons la volonté d'une répartition juste des logements, qu'ils soient de l'accession à la propriété ou du locatif, sur l'ensemble du territoire de l'agglomération. Actuellement, pour ce qui concerne Saint-Malo, on produit plus de 500 logements par an. Mais c'est la vitesse que nous sommes fixés pour maintenir la population à 47 000 habitants. Nicolas. Ok. La précédente municipalité était plutôt sur des tendances de 700, 800, voire 900 logements par an. Elle était sur le une cap tendance qui était fixé. Elle était sur une tendance de 580, mais c'est vrai qu'on est monté à 700, 800 logements. Voilà. Est-ce que ça veut dire que ça va être encore plus compliqué, à un moment donné, de se loger à Saint-Malo ? Parce qu'on voit que c'est... Vous avez aussi pris des décisions sur les logements Airbnb, vous avez essayé de limiter tout ça. L'objectif, ça paraît quand même compliqué. L'objectif, il est, à mon avis, pour permettre de se loger à Saint-Malo, l'objectif, il ne doit pas être sur le nombre de logements, il doit être sur le prix du mètre carré de logement. Nous devons créer des logements à prix attractif pour les actifs et pour les jeunes ménages qui, aujourd'hui, je le répète, ne peuvent plus accéder à Saint-Malo. Ouais, ça reste quand même très, très compliqué. Ça reste très compliqué. Gilles Lurton, je cite, vous dites que d'ici 2026, il reste 3 années pour faire de Saint-Malo une ville épanouie et rayonnante pour tous ses habitants, sa jeunesse et ses entreprises. Au niveau des entreprises, il vous reste 3 ans pour renouer le dialogue avec Roland Beaumanoir, patron du groupe Beaumanoir éponyme. Moi, je considère que le dialogue n'est jamais rompu avec personne. Actuellement, je fais 16 réunions publiques dans tous les quartiers de Saint-Malo et la population y vient massivement. Toutes les personnes qui veulent parler avec moi, ma porte leur est ouverte. Un petit mot peut-être sur une question plus d'actualité politique. On a appris hier soir la démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins, Yannick Marez, parce qu'il a subi des pressions énormes, même des violences à son domicile. Qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant qu'élu ? Vous avez été député, vous avez été conseiller départemental. On sent bien qu'il y a une tendance aujourd'hui de la population à mettre la pression sur les élus. Comment vous le vivez, vous, ça ? Moi, j'essaye de bien le vivre. C'est vrai que nous avons beaucoup de pression. J'affirme ma solidarité avec le maire de Saint-Brévin. Je trouve absolument inadmissible qu'un maire, parce qu'il est maire, parce qu'il assume une fonction publique, puisse se voir menacé dans sa vie personnelle, puis puisse voir sa famille menacée. Ce que je disais sur les écrans, sa femme et ses enfants lui ont demandé de quitter la commune. C'est absolument insupportable. C'est tout ça parce qu'il installait C'est une remise en cause de la démocratie. Oui. Voilà, c'est une remise en cause de la démocratie.
exactement. Tout ça C'est- parce qu'il installait il voulait installer un centre d'accueil pour migrants. Voilà, Saint-Malo exactement. d'ailleurs qui a été pendant toute cette crise-là en pointe dans le département d'Ille-et-Vilaine sur l'accueil des réfugiés. Absolument, et Saint-Malo a l'encadrement. accueilli. Saint-Malo est la ville qui, dans le département, a accueilli le plus de réfugiés ukrainiens et je suis très fier de la réaction des Malouines et des Malouins vis-à-vis de cela. Vous voyez, avec les réseaux sociaux, on dit tout et n'importe quoi. Donc effectivement, j'ai été critiqué là-dessus sur les réseaux. Certaines personnes n'ont pas accepté, mais je n'ai jamais vraiment subi de fortes pressions. Et j'ai tendance à avoir pris un petit peu de recul sur tout ça. Ok. En 30 secondes, est-ce que vous rêvez un jour d'une agglomération qui pourrait franchir un peu ce barrage de la Rance et d'y mettre un peu d'Inard? On se dit que ce serait vraiment d'une plus grande cohérence. Ah, il y a de la cohérence à établir. On voit bien qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble. Nous sommes deux communes touristiques, deux communautés de communes qui ont un fort atout touristique. Nous avons des choses à faire en matière de transport. Vous m'avez parlé de logement, nous avons de la... Oui, il y a beaucoup d'atouts, mais il faut que les choses se fassent et il faut laisser le temps au temps pour cela. Merci grandement, Gilles Lurton. Vous êtes toujours d'une très grande disponibilité pour décrypter l'actualité politique. On était très heureux avec Nicolas Carnec, chef de la rédaction locale de Saint-Malo, Ouest-France, d'être ici, chez vous, au cœur de cette assemblée communautaire. Grand merci à vous, Gilles Lurton. C'était votre TVR Ouest-France politique. Merci beaucoup.